Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre de Champions, la nouvelle émission omnisport mensuelle du groupe Nice Matin qui donnera la parole aux acteurs du sport azuréen. Et avec moi sur ce plateau aujourd'hui pour cette première, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin et sportif émérite aussi. Salut Romain. Salut Vivien. Et face à toi, un sportif, émérite, le mot serait trop faible, bien plus coté, dirons-nous, notre premier invité, donc Loïc Bruni, vététiste cagnois, multiple champion du monde, notamment on détaillera ton palmarès. Salut Loïc et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité, c'est super cool. Donc, tu l'as un peu descendu, mais on respecte le sportif en romain. Non, je le respecte. Mais on était obligé pour quantifier un peu la différence. Pour donner de la crédibilité. Et d'ailleurs, pour mieux te connaître, Romain va te présenter. Merci Loïc d'être venu sur le plateau. Donc tu es cagnois, tu as 30 ans, tu es pilote de VTT de descente. Cette discipline, c'était presque une évidence avec ton père Jean-Pierre, président de l'US Cagne VTT, qui compte une dizaine de titres de champion du monde dans sa catégorie d'âge. Dès l'âge de 5 ans, tu vas le suivre sur les pistes. Et c'est rapidement que tu obtiendras des résultats, même si tu as essayé, je crois, la natation et le judo dans tes jeunes années, tu es revenu vers le VTT. D'abord le cross-country, puis la descente. Tu as obtenu des résultats assez vite. Champion de France minime, champion de France junior, ça on est en 2011. En 2012, c'est carrément le titre mondial que tu vas obtenir dans cette même catégorie. Et tu n'as que 18 ans quand tu vas monter sur le podium d'une première Coupe du Monde chez les élites. Tu as tout de suite mis le pied chez les grands, tu as tout de suite marqué les esprits chez les grands à ce moment-là, en 2012. Là. Ouais, t'as bien pris la fiche. Par contre, la natation, c'est ma phobie. Ah oui ? Je suis traumatisé, j'étais très nul à nager, donc j'ai pas kiffé du tout. Ok. Mais le judo, la lutte, ouais. Et en 2012, c'était ma deuxième année de Coupe du Monde, donc c'était assez tôt, précoce pour un junior de faire un podium en Coupe du Monde. Mais j'ai de suite eu un soutien assez important et bon de la part de mon équipe que j'ai toujours actuellement. Et ça s'est super bien passé. Et en fait, je revenais de rater une Coupe du Monde à cause du bac à l'époque. Donc je passe mon bac, je rate la Coupe du Monde du Canada. Et j'arrive, je rejoins l'équipe aux US une semaine après. Et du coup, j'étais tellement content d'être en vacances, de finir le lycée, tout ça. J'étais dans un état un peu d'euphorie, je fais podium, donc c'était un truc de fou. Et donc tu continueras sur ta lancée. En 2015, c'est carrément le titre élite que tu vas décrocher. C'est à Val-Nord, en Andorre. Depuis, tu t'es constitué un sacré palmarès. 5 titres de champion du monde. Tu as aussi remporté 4 fois le classement général de la Coupe du Monde, dont les 2 dernières éditions. Devant toi, il reste quoi ? Les 7 titres de Nico Lavouilloz à aller chercher, 7 titres de champion du monde ? Ouais, Nico, jamais j'aurais pensé me rapprocher autant de son record, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'on y pense un peu parce qu'on n'est plus qu'à 2 titres en élite, donc c'est faisable. L'année dernière, cette année en Andorre, je l'ai touché du bout du doigt avant de tomber. Donc j'étais un peu déçu. Donc c'est vrai que plus ça va, moins j'ai le temps d'achever, on va dire, cet objectif. Mais c'est pas ce qui fera de ma carrière une réussite ou pas. Moi, je suis déjà très content de ce que j'ai fait, franchement. Nico, ça reste pour moi le meilleur pilote qui ait jamais existé en termes de pilotage et aussi de mise au point, qui a fait développer en termes d'innovation le sport. Nous, on fait pas mal de choses aussi avec notre marque de vélo qui nous soutient depuis maintenant 8 ans. Donc je me régale. C'est vrai qu'il reste plus grand chose entre guillemets à gagner, mais j'ai toujours cette envie de bien faire, de dominer le sport et de laisser ma marque un peu plus peut-être profondément que ce qui est en ce moment. Et surtout, on s'amuse, franchement, c'est cool. Alors justement, comment on fait quand on a ton niveau, ta carrière, pour repartir à chaque fois sur une nouvelle saison ? Tu dis que la motivation est toujours là, mais est-ce qu'il faut aller la chercher ailleurs, dans cette chasse au record ? Visiblement, il n'y a pas que ça qui t'anime, mais comment on fait pour réenclencher la machine chaque saison ? C'est vrai que ça change, hein. Tu sens en tant qu'athlète, quand tu prends de l'âge et tout, que ta motivation évolue, baisse, remonte. Enfin, c'est vraiment moins facile que quand tu es jeune, que tu as juste envie de tout manger, on va dire. Donc, je suis bien entouré, on arrive à se remettre en question à chaque fois, trouver de nouveaux objectifs. On a un petit peu aussi ce record qui nous motive pour aller chercher et cibler des courses, que c'est une fois dans l'année, tu vois, le championnat du monde. Donc, c'est une chance par an, on essaie de le préparer du mieux possible. Et quand tu as un objectif autant précis et que tu veux absolument gagner, c'est vraiment c'est agréable à préparer parce que ton équipe, tu ressens l'engouement de ton équipe, la pression, et c'est comme des gens qui préparent un gros meeting pour une entreprise ou les JO. Enfin, c'est des choses qui sont
unique, tu as une chance, tu as 3 minutes entre guillemets pour le faire dans l'année. Donc il faut être le maximum prêt possible pour ces 3 minutes. Et ça, on a souvent su le faire et on aime beaucoup le faire. Donc c'est quelque chose qui nous motive. Et après, pour l'instant, je sens que des fois quand il pleut et tout, j'ai du mal, déjà que j'étais pas très fort, j'ai du mal à me motiver parce que c'est des conditions que j'aime pas beaucoup. Mais la maturité, l'expérience aide un peu aussi. Donc je profite de ce qui me reste à faire dans le sport et tout ce qui vient et un peu du bonus aussi. Donc c'est agréable. En 2024, tu as aussi remporté le classement général de la Coupe du Monde. Ouais. Et tu avais démarré très fort parce que les 3 premières Coupes du Monde, tu t'imposes 2 fois, tu fais 2e. À mi-parcours, tu avais déjà quasiment assuré cette place, on va dire. Ben, je l'avais pas vraiment assuré parce qu'il restait encore Oui. plus de la moitié de la saison. Mais c'est vrai que c'était un début de saison incroyable pour moi. En plus, je suis souvent quelqu'un de la fin de saison, plutôt, qui me réveille un peu à la fin. Donc là, de commencer aussi fort, c'était top. Sur une piste en plus, la première en Écosse, qui n'est pas forcément ma préférée, qui est tout le temps difficile avec les conditions, tout ça. Fort William, c'est ça? Ouais. Fort William. Donc on a finalement réussi à gagner cette course qui était une épine que j'avais dans le pied depuis longtemps. Malheureusement, une année trop tard, parce que l'année d'avant, c'était championnat du monde. Ouais. Conditions dantesques et j'arrive pas, je fais 4e, donc c'était déjà cool, mais pas l'objectif qu'on avait en tête. Donc là, c'était un très bon début de saison et après, en fait, ça a tout se passé assez naturellement. Et les conditions étaient encore bonnes, on va dire. Et je sais pas si c'est le réchauffement climatique ou pas, mais à partir de Leogang, donc après Leogang en Autriche, toutes les courses, on a eu des conditions météo super instables. Et j'arrivais pas vraiment à poser mon pilotage ou à préparer mon week-end comme d'habitude. Il y avait tout le temps des pluies un peu inattendues qui arrivaient et j'étais pas capable de mettre tout bout à bout pour faire claquer d'autres courses. Et en fait, c'est un de mes concurrents principaux, Amaury Pierron, un autre Français, qui a pris l'avantage de ça et qui est très bon dans les conditions boueuses, on va dire, et qui nous a laminé pendant 3 courses. Et après, sur la fin de saison, c'était un petit peu plus à armes égales, on va dire, et j'ai réussi à gagner le général quand même. Alors, tu l'as évoqué aussi, le championnat du monde, la course d'un jour en Andorre, où tu aurais pu être champion, mais malheureusement, il y a une chute. C'est quoi que tu retiens? C'est la déception ou c'est Loris Vergier, ton pote de toujours, qui s'impose pour la première fois Ouais, non, c'est bien sûr que toute ma vie, je serais un petit peu déçu et frustré de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour gagner, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc, je m'en veux pas non plus à la limite d'être déçu toute ma vie, mais Loris, qui est un mec de Cannes-sur-Mer aussi, que je connais depuis qu'on a 5 ans, a sorti un run de fou. Et quand je passe la ligne, de le voir lui sur le hot seat, donc qui gagne le championnat du monde, ça m'a immédiatement fait oublier la déception et la frustration. Et en fait, je retiens plus ça et la fierté que j'ai eue pour lui, qui était vraiment. Même moi, j'étais presque surpris d'être autant content pour lui, alors que j'étais autant déçu pour moi. Oui. Et en fait, d'avoir lui gagné le championnat du monde, pardon, et moi le général, Ouais. ben, à tous les deux, on a un petit peu pris tout ce qu'il y avait à prendre cette année, donc c'est une super chose, un accomplissement. Il y avait nos 2 pères, Jean-Pierre et Claude, tu vois, qui étaient là, et qui étaient trop contents aussi, qui sont potes depuis longtemps, Oui. et on était tous les 4 là à se regarder en mode, bon bah, on peut Ouais, pas faire mieux, quoi, donc c'était la vraiment razzia. cool. Et donc Loris, très très cool pour lui. Et la prochaine saison, là, commencera au mois de mai. Ouais. À quoi ressemblent tes semaines actuelles? Est-ce que c'est un peu plus creux? Est-ce que pour les entraînements, les sponsors, t'es quand même à droite à gauche? Voilà, comment tu t'occupes, entre guillemets? Ben, j'aurais aimé avoir la possibilité d'un peu plus couper. On a toujours des trucs à faire qu'on n'a pas forcément le temps de faire en saison. Donc là, je suis allé au Japon pour Red Bull. On a un testing semaine prochaine avec Specialized, donc ma marque de vélo. Les Américains, ils viennent en Espagne rouler un nouveau châssis. Enfin, il y a des trucs qui arrivent tout le temps et en fait, tu te débranches jamais vraiment, malheureusement. Mais d'un autre côté, c'est quand même des choses qui sont. C'est un sport qui est agréable, on va dire, à préparer. Tu t'amuses, souvent les conditions elles sont faites pour s'amuser, pour avoir du plaisir. Et j'aime bosser avec les gens avec qui je travaille, donc c'est très très, on va dire, bénéfique. Et je sens pas trop la charge de travail, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de temps pour rien faire. Donc là, un petit peu d'entraînement, mais pas vraiment structuré. Du vélo de route, notamment, c'est ça, je crois? Ouais, vélo de route, muscu, motocross, BMX, des trucs qui sont un peu moins spécifiques descente. Mais ludique quand même. Voilà, ludiques et qui sont. Là, je vais rouler avec Loris demain, des trucs qui sont vraiment, on va dire, social presque. Et petit à petit, on rentre dans le programme structuré avec 2 entraînements par jour, bien dormir, bien manger. Et essayer de préparer la saison prochaine qui va arriver vite en mai en Pologne. Donc, Tu évoques ton équipe. Est-ce que c'est pas une des clés de ta réussite?
c'est ta longévité avec les mêmes personnes autour de toi. Ça fait 8 ans que tu es chez Specialized, par exemple. Ouais, mais ça fait 14 ans que je suis dans la même équipe. C'est-à-dire qu'on a changé de sponsor entre-temps. Oui. On a toujours été le même noyau, le même management. Et on était Lapierre à l'époque. On a signé Specialized en 2016. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ces gens-là quand j'étais jeune. Et en fait, souvent, tu vois, tu rêves d'autres choses. T'as l'herbe qui a l'air plus verte dans des teams américains. Nanana. Et puis au final, j'ai toujours su trouver mon bonheur en fait, dans ce que j'avais. Et ils ont su grandir avec moi et on a toujours pris les mêmes directions. Et donc là, on arrive à un niveau où on a tous évolué, tous grandi dans le sport. Et mon mécano, qui est le meilleur du monde, qui est un petit peu ancien maintenant, qui a 53 ou 54 ans, il en a vu et revu des pilotes et des courses, donc il a une expérience inégalable. Et en fait, on s'est tous mis d'accord que jusqu'au bout de ma carrière, on ne changerait rien. Ok. Donc lui, même s'il en a un peu marre de temps en temps, et que moi je suis un peu plus jeune, je fais un peu des conneries, on fait des trucs pas forcément tout le temps liés au travail, il va pas forcément tout le temps se lier à nous, on va dire. Mais le jour où j'arrête, il arrête. C'est Jaco. Ouais, c'est Jaco, ouais, Qui avait accompagné Fabien Barrel avant. Voilà, Ouais. il a bossé avec des très grands champions et il connaît bien Nico. Enfin, c'est un mec qui a vu presque le sport naître. Donc pour moi, c'était un atout exceptionnel. Alors d'ailleurs, on n'est pas les seuls à te poser des questions, à vouloir te poser des questions. On va te demander de regarder cet écran à ta droite. En parlant d'anciens pilotes, il y a quelqu'un, je crois, qui voulait te questionner sur un sujet bien précis. Salut Loïc, nous sommes tous extrêmement heureux de t'avoir comme ambassadeur de notre discipline et grand champion azuréen. Je serais ravi que tu puisses partager avec tous les auditeurs quelle est l'importance du mental dans notre discipline, expliquer comment on gère l'engagement, les craintes et la pression selon la performance, mais aussi comment il est possible de l'adapter à tous les petits gestes du quotidien et de la vie, à tous les jeunes, comment atteindre un objectif dans la vie. Donne-leur tout des bons secrets, alors sans tout dévoiler, mais je suis sûr que ça sera très intéressant. Alors, on venait d'en parler, Fabien Barrel, double champion du monde, un de tes illustres prédécesseurs. Quel parcours le mental et puis finalement, comment on devient champion? Ouais, je m'attendais à ce que ce soit Fabien, je le connais bien. C'est vrai que lui, ça a été un des premiers à, on va dire, démocratiser l'entraînement mental. Souvent, c'était un petit peu tabou à l'époque, ça faisait un peu signe de faiblesse ou je ne sais quoi. Et en fait, moi, j'ai su prendre, assumer, on va dire, le fait d'être suivi. Et donc, ça m'a servi beaucoup, surtout en étant jeune. Et Fabien s'en est jamais caché, moi non plus. Et en fait, maintenant, c'est devenu de plus en plus normal, on va dire, commun. Donc, c'est très cool que ça ait pris cette dimension parce que c'est important. Et moi, c'est vrai que en termes de secret, on va dire, la préparation en amont, c'est toujours ce qui a su faire la différence, je pense. C'est-à-dire trouver les objectifs qui me tiennent à cœur et savoir utiliser l'anxiété, on va dire, les doutes qu'on a et ne pas avoir peur de ces doutes. En fait, douter, c'est plus bon qu'autre chose. Et en fait, j'ai appris à être ami avec ces doutes-là et à les utiliser en répondant à ces doutes pour arriver sur le jour d'une course et n'en avoir plus aucun. Donc, et c'est dans ces moments-là que je suis le plus fort, c'est que je suis au départ. Et chaque petite question que j'avais pour être prêt à ce moment-là, elle était répondue parce que je les ai traitées en amont. Et en fait, c'est des choses qui, au quotidien, ma petite voix, on va dire, intérieure, a toujours un commentaire ou un avis sur l'aspect professionnel, on va dire. Moi, il y a mon côté normal, reptilien, très, on va dire, spontané et un peu des fois impulsif. Et cette petite voix qui sait me ramener un petit peu au côté, à l'aspect sportif et à la personne quand je mets mon casque, qui est, on va dire, le pilote de vélo. Et en fait, quand tu arrives à avoir une discussion super limpide et tu l'acceptes, bah en fait, ces deux-là, elles travaillent ensemble. C'est un peu bizarre comme concept, mais tu travailles avec ta voix intérieure pour vraiment être en accord avec ce pilote que tu veux être et ton objectif pour arriver le jour J et être le plus près possible. Après, il se passera ce qui se passera. Par exemple, cette année, j'étais blessé jusqu'à la semaine d'avant l'Andorre. J'ai pas touché mon vélo de DH. Mais je savais que tout ce qu'on faisait tous les jours, pour être prêt, ça allait me servir. Et plus ça allait, plus j'avais moins de pression parce que je sentais que je ne me préparais pas en fait. Et je suis arrivé en acceptant un petit peu la situation et en répondant quand même avec ce que je pouvais faire, répondant à mes petites questions. Et j'étais prêt et j'étais un des favoris
Après la qualification, j'ai gagné avec 3 secondes d'avance, ce qui était vraiment fort. Et j'étais prêt à gagner. Ouais. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont... Oui, c'est difficile. Tu te prépares pendant des semaines pour utiliser 3 minutes Ouais. où il faut être prêt le jour J, quoi. Ouais, c'est très frustrant parce que du coup, il peut se passer plein de choses sur un week-end de course, même avant toi. Moi, souvent, on part à la fin, les meilleurs partent à la fin. La piste évolue sans cesse, donc même dans le premier virage, dans le deuxième virage, il peut y avoir des trucs qui ont changé. Donc tout est, il faut s'adapter, improviser, lire le terrain, tout en mettant en place ce que tu as préparé tout l'hiver pour performer. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu too much et tu te perds et tu fais des erreurs et tu tombes. Et par exemple, en Andorre, cette année, j'avais pas de pression, j'avais l'impression d'avoir tout fait pour être prêt. On était allé en amont bosser le vélo pour être sûr qu'il soit bien réglé, tout ça. Et au fait, je roulais comme s'il pouvait rien m'arriver. Au final, je fais une erreur, je perds l'avance sur une compression et je tombe. Mais il pouvait rien m'arriver. Oui. Alors, on a vu Fabien Barrel, on a évoqué aussi Nicolas Vouilloz. On cherche à comprendre les clés de son succès. Est-ce que c'est aussi ça, c'est le parcours de ses grands frères, on va dire, des pilotes Ouais. qui ont tout gagné et qui venaient du même département, du même coin que toi, et qui t'ont dit que c'était possible, toi aussi, de faire ce type de carrière? Ouais, je pense que d'avoir des mecs comme ça, aussi accessibles et à proximité, on va dire, quand j'allais sur des régionales avec mon père, je voyais ces mecs-là qui étaient top niveau mondial, rouler au milieu des gens lambda comme nous on était. Donc tu as cette impression que c'est possible, tu le vois à tes propres yeux. Et en plus, c'est des gens qui ont toujours, surtout Fab, qui a su partager tout ce qu'il pouvait partager. Il le faisait tout le temps, c'était important pour lui, je pense. Et en fait, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est ce qui nous a, je pense, Loris, moi, d'après là maintenant, enfin des gens de la région qui sont très forts, qui ont su se servir de ça. Thibaut, son parrain, c'est Nico Vouilloz quand même, tu vois, donc c'est des mecs qui sont super liés. Et je pense que l'héritage, dans tous les cas, dans tous les sports, même dans la famille, ce que tu retiens de tes parents ou des gens qui t'ont précédé, ça n'a pas de prix. Et moi, d'avoir pu avoir des mecs comme ça pour m'inspirer, c'était un truc de fou. Et maintenant, j'en ai fait ma propre sauce parce qu'il y a aussi d'autres pilotes internationaux qui m'ont toujours inspiré. Oh. Et tu arrives à faire ton truc et à développer ta propre approche, on va dire. Et j'en suis très reconnaissant. Et c'est vrai que j'essaye de faire pareil maintenant que je suis dans une partie de ma carrière un peu plus de transmission, on va dire presque. Parce que le team où on a un team de développement aussi. Donc on essaye de transmettre des trucs. Et c'est dur, c'est pas facile. Donc j'essaye de le faire. Mais Fabien, il a cette capacité de le faire très naturellement et avec beaucoup d'éloquence qui est facile pour nous à apprendre. Moi, un peu moins. Est-ce que vous avez tous en commun, français ou étrangers, même une faculté on dit des fois à débrancher le cerveau pour se lancer à ces vitesses? Il y a beaucoup de travail, de technique, de lecture du terrain, mais est-ce qu'il faut quand même avoir ce petit truc en commun? Ouais, en fait c'est un sport un peu où tu flirtes avec le danger, mais c'est quand même contrôlé, on va dire, parce que tu as des reconnaissances avant, tu connais par cœur la piste, donc tu sais un petit peu comment ça va se passer. Après, quand tu es dans ta course, tu as toujours des moments où c'est comme ça, c'est littéralement ton cerveau qui prend feu un peu et tu passes dans un autre état mental et tu commences à vraiment à rouler comme tu n'as jamais roulé en fait sur cette piste. Et comment c'est possible d'aller aussi vite? Parce que tu passes dans un autre état, tu te transcendes un peu pour aller chercher des trucs qui viennent de la compétition, qui te poussent en gros à faire plus que d'habitude. Et surtout moi maintenant c'est le public qui m'aide à faire ça. Quand il y a du monde et qu'il y a du bruit, ça m'aide à passer un cap. Et c'est vrai qu'en France, on est très bon. C'est un des meilleurs pays, une meilleure nation en ce moment. Et en fait, ce qui nous aide, je pense, c'est qu'on a depuis tout petit des très bonnes courses en France et en région qui nous aident à progresser, on va dire, sur cet aspect-là de rouler à bloc sur des endroits qui sont faits pour. Tu vois, il y a d'autres endroits comme par exemple en Autriche où c'est pas trop dans la culture, il y a peu de courses. Ça arrive petit à petit, mais c'est très très ski hiver. Et donc les mecs, ils arrivent en Coupe du Monde, ils sont perdus. Ils disent ouais, ça va trop vite et c'est ça. Donc tu as un mec comme Andreas Kob qui est un des meilleurs mondiaux maintenant. Il est arrivé à maturation à 26 ans. Alors que nous, on arrive à 20 ans. Alors justement, tu parlais de la région, des qualités du terrain. Les Alpes-Maritimes, terre de champion, on en parlait pour ta discipline notamment. C'est où tes spots finalement? Toi, on sait qu'il y a Blozasque ici de réputé, mais voilà, où est-ce que tu t'entraînes? Où est-ce que tu aimes bien revenir, même en sortie un peu plus loisir peut-être? Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de spots au final.
Il y a le Blosas qui est pas mal, il y a Mandelieu qui a toujours été cool, mais ça fait longtemps que je suis pas allé. J'ai tellement fait que des fois, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai trop vu. Et après, tu as un peu des stations l'été pardon, qui commencent à s'y mettre, comme Isola, Valberg, ils essayent, mais ils tapotent, tu vois, ils touchent l'eau, donc c'est un peu, ça prend du temps à vraiment se développer. Donc pour moi, c'est vrai que quand je viens ici, c'est plus pour passer du temps avec ma famille. Je m'entraîne, ma qualité d'entraînement, elle est moins bonne, on va dire, ici, qu'en Andorre ou en Espagne, où je passe beaucoup de temps l'hiver. Et en fait, c'est parce que la communauté, elle est assez grande, on va dire, ici. Il y a beaucoup de gens qui roulent. Mais c'est pas très, très normal de développer des sentiers que pour ça. De faire C'est pas culturel, des quoi. choses ouais, seulement pour le vélo. Donc nous, on va rouler, c'est en même temps que la chasse, dans des sentiers qui sont empruntés par les piétons. Donc c'est un peu le bordel et c'est jamais très, très facile. Et c'est loin. La ville, elle a tellement grandi que tu pars pas de chez toi. Mes parents, ils sont à Saint-Laurent-du-Var, donc sur les collines. Tu pars pas de là pour aller rouler dans les collines. Il faut tout le temps prendre la voiture et c'est un petit peu difficile. Mais après, en vélo de route, c'est top. Au BMX, à la colle, c'est top. Il y a plein de choses qui sont quand même cool à faire. Mais c'est vrai que pour rouler, j'aimerais bien que ça soit plus adapté. Et tes spots, justement, tu disais que tu venais plus pour la famille, etc. Tes spots pour profiter, est-ce que t'es casanier, est-ce que t'es mer, est-ce que t'es montagne en rando, peut-être, voilà, autre chose? J'aime beaucoup la mer quand je viens parce que c'est en Andorre, on l'a pas. Enfin, c'est des choses que j'ai grandi avec. Donc même là, tu vois, je suis pas allé depuis que je suis arrivé à Nice, mais après, ça allait faire un plouf, même s'il fait super froid, ça fait trop du bien. Mais je suis plus montagne et c'est vrai que j'aime beaucoup aller vers Berre, les Scarènes, Turini. Là-bas, c'est quand même vraiment top pour rouler. Après, c'est. Toujours avec un vélo, du coup. Ouais, quand ouais, même. toujours en vélo, ouais. J'aime pas trop marcher, tout ça. C'est pas. J'ai jamais trop été trail ou course à pied, donc je le ferai jamais. Maintenant, mon corps, il s'est un peu transformé pour faire que du vélo, donc j'arrive pas à courir comme il faut, on va Ça va dire. aller, je pense. Ouais, ça irait, mais ça me démonte. Je me Ouais. casse les genoux, le dos et tout, donc presque plutôt aller me balader. Là, mon père, il était allé chercher les champignons il y a pas longtemps, tu vois, Ouais. au Turini, donc faire des trucs comme ça, mais c'est quand même souvent lié au vélo. Et maintenant, on a des petites motos électriques aussi. On trouve des spots pour faire les cons avec la moto électrique sans faire trop de bruit. Et c'est vrai que c'est. Ici, il y a trop de monde, je te jure, c'est galère. Tu nous donneras le coin à champignons après l'émission en off qu'on puisse aller l'année prochaine. C'est à mon père, je peux pas le donner. Désolé. Et le cyclisme de manière globale, mais aussi particulièrement le VTT, a vraiment brillé au jeu. On le rappelle, ta discipline n'est pas olympique. Il y a eu des médailles en VTT cross-country, un triplé en BMX. Avec quel regard tu as suivi ça? Toi, c'est pas tout à fait ta discipline, mais un peu plus au sens large quand même. Comment tu as vu tout ça? Ouais, c'était cool de voir les JO à Paris. Il y avait vraiment un gros engouement, on va dire, en France pour ça. Donc c'était cool à voir. Nous, on n'a malheureusement pas cette chance-là. On essaye un petit peu de lancer des perches, mais c'est pas à l'heure actuelle. Et c'est vrai que la France, que ce soit en cross-country, en BMX, c'est une nation assez forte. Donc moi, j'étais à bloc derrière les Français. Surtout en BMX, qui est un des mecs, Sylvain André, qui fait deuxième médaille d'argent, est entraîné par le même entraîneur que moi. Donc on se connaît un petit peu. Il y a des liens, ouais. Et donc j'ai suivi de près Tokyo 2021 où ils étaient en finale les trois. Oui. Et ils n'ont pas réussi à faire de médaille, c'était la catastrophe. Après la dépression, ils ont tous vraiment galéré. Et là, ils sont arrivés à retourner, on va dire, la situation et à délivrer en France avec une pression de fou. Donc c'était pour moi l'événement même. Je suis pas neutre, mais des JO en général, pour moi, c'était cette finale de BMX où ils ont fait claquer les trois à la médaille. Et je suis très fier d'être français quand je vois ça. Et c'est cool de voir que le sport, il passe des caps quand il est à la maison. Donc Loïc, tu n'as pas une médaille olympique, mais en 2023, les internautes, les lecteurs de Nice Matin t'ont attribué le trophée de sportif azuréen de l'année. On le rappelle, tu as remporté ce titre devant Jean-Claire Todibo et Manon Fiorot. Et Antoine Pierini, qui est artiste biotois et spécialiste souffleur de verre, va te remettre ce prix. Cool. Merci Antoine. Beaucoup. Bonjour Luc. Bonjour, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, nous montre. Très belle pièce. Alors Antoine peut peut-être la décrire justement, comment Oui. ça a été conçu. Ouais, c'est une sculpture qui a été faite dans mon atelier à Biot, au centre du verre contemporain. On a installé dans un ancien moulin à huile d'olive, donc très ancré dans le territoire. Et ça représente un bout de mer. Et, c'est une évidence quand on vit ici, quand on grandit ici. Et ça me fait très plaisir de remettre le trophée à Loïc.
Il y a des passerelles entre champions, artistes, des leviers qu'on peut activer de la même façon dans son discours. Oui, ça t'a sur parlé, l'aspect peut-être mental, je pense qu'il y a des moments où on doit être dans sa bulle, on doit vraiment, tu en as très bien parlé avec ta petite voix qui essaie de te critiquer sans arrêt ou de te pousser à l'excellence sur des petits détails. Et moi, c'est une histoire de famille aussi, donc voilà, je me suis retrouvé dans son discours. Et comme Loïc, tu as suivi les traces de ton père. Voilà, de mon père, de mon oncle, mes cousins. Tu as l'héritage aussi. Hein. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'inverser le temps d'une journée vos fonctions respectives, voir lequel se débrouillerait le mieux dans la fonction de l'autre finalement. C'est clair. Ouais, on verra ça peut-être lundi prochain. Je pense que je vais pas faire grand-chose. Il y a une notion Non. un peu de chaleur, d'atmosphère qui change finalement dans vos deux univers. Mais moi je trouve ça super intéressant. J'aime bien voir comment ils font. Enfin, plein de choses. Je suis assez curieux sur les trucs comme ça, les autres sports, les autres manières de faire, le savoir-faire. Donc si un jour on a le temps, avec plaisir. Ouais, ouais, plutôt à toi avec ton planning où tu bouges beaucoup, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment des ponts, des parallèles entre un sportif de haut niveau et être artiste ou artisan d'art d'excellence. Enfin, je veux dire, c'est tellement précis, technique, donc il y a ce côté martial. On doit répéter ses gammes sans arrêt pour après avoir ce lâcher prise et tout donner au bon moment, quoi. Je pense sur ça. Pas de place à peu près, quoi. Non. Eh ben merci à tous les deux. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci Loïc. Bonne saison qui débute dans quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, ouais. Mois de mai. Il y a le temps. Au mois de mai en Pologne, on le rappelle, pour pourquoi pas des nouveaux titres mondiaux. Merci Romain. Et merci également à Philippe Bertini, Sophie Doncet, Chloé Voirgard et Karine Bautier pour leur aide à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.